Guy Wagner, bonjour. Bonjour. Alors d'un point de vue macroéconomique, la croissance de l'économie mondiale reste relativement stable, mais à un niveau assez faible. L'avènement d'une récession a jusqu'à présent été évité. Quels éléments pourraient inverser la tendance? Lorsqu'on parle de récession, on parle surtout, bien sûr, de récession aux États-Unis. C'est surtout la croissance de l'économie américaine qui intéresse les marchés financiers. Et l'économie américaine, jusqu'à présent, ce qui lui a permis d'éviter la récession, c'est essentiellement, comme toujours, la consommation privée qui a été soutenue par ce qu'on appelle souvent cette épargne excédentaire qui s'est créée lors de la pandémie, et aussi les dépenses publiques. Donc, c'est clairement de ce côté-là qu'il faudrait voir pour éventuellement voir ce qui pourrait maintenant la plonger en récession. Et c'est effectivement au niveau de cette épargne excédentaire. Les derniers chiffres semblent avoir montré que cette épargne maintenant, elle a disparu. Le taux d'épargne des ménages est déjà très bas. Et donc effectivement, c'est surtout de ce côté-là qu'il faudra voir, parce qu'effectivement, la consommation privée, c'est 70% de l'économie américaine. Les dépenses publiques resteront soutenues. Je pense que ça ne fait pas de doute. Donc c'est plutôt la consommation privée qu'il faudra suivre de près. La Réserve fédérale a pris la décision de laisser ses taux directeurs inchangés durant le deuxième trimestre. La situation pourrait tout de même évoluer vers une baisse au second semestre. Est-ce qu'on peut parler d'une bonne nouvelle, y compris pour le marché de l'emploi? Oui, donc la Réserve fédérale, je pense qu'il ne fait pas de doute qu'elle aimerait bien baisser ses taux. C'est ce que la plupart des déclarations semblent montrer, mais d'un autre côté, comme l'inflation jusqu'à peu, en tout cas, était restée quand même, et toujours à un niveau supérieur à ce qui est officiellement quand même son objectif, et que l'économie justement n'est pas tombée en récession, il n'y avait pas vraiment tellement de raisons de le faire. Donc là, maintenant, les derniers chiffres semblent montrer qu'elle va baisser les taux soit déjà en juillet, soit au plus tard en septembre. Il faudra voir si ça permettra d'éviter une détérioration supplémentaire du marché de l'emploi, ou si cette baisse des taux vient un peu tard. Alors ici, en Europe, les perspectives de la zone euro restent mitigées. Comment peut-on expliquer cette tendance, et quel rôle la Banque centrale européenne peut-elle jouer dans cette situation pour stimuler la croissance? Je dirais la raison, c'est que d'une manière générale, en Europe, on peut faire déjà la distinction entre souvent les services et tout ce qui est plutôt manufacturier. Le secteur manufacturier est faible et continue à être relativement faible. Par contre, les services ont été relativement soutenus par les dépenses des ménages, etc. Mais c'est clair aussi qu'au niveau aussi des dépenses publiques, il y avait beaucoup moins de stimulation qu'aux États-Unis, ce qui explique pourquoi la croissance aussi dans la zone euro était beaucoup plus faible, et voire même par moments on parlait de récession. Maintenant, là, je pense qu'il ne faut pas surestimer quand même l'importance aussi d'une baisse des taux de la Banque centrale. Donc là aussi, on a eu une première baisse. Il faudra voir si ce sera suffisant pour vraiment stimuler l'économie. Il y a d'autres problèmes plus fondamentaux qu'une simple baisse des taux ne va pas résoudre. Alors du côté des marchés financiers, les investisseurs affichent toujours un grand engouement pour les valeurs technologiques qui offrent de belles opportunités en termes de gestion active. Comment peut-on caractériser ce marché financier actuellement? Oui, c'est un marché déjà on peut le caractériser d'assez étroit, parce qu'effectivement, c'est un certain nombre de valeurs, et surtout les grandes valeurs dans ce qui est la technologie, etc., qui tirent les marchés. Par contre, derrière tout ça, il y a beaucoup de valeurs qui baissent et qui ont même atteint récemment des plus bas sur un an. Donc, il y a vraiment un marché à deux vitesses, mais c'est clairement, comme c'est les grandes valeurs qui aussi aujourd'hui ont les capitalisations boursières les plus élevées, tous les indices qui sont basés sur les capitalisations boursière semble montrer que tout va très bien et atteigne même des nouveaux plus hauts. Alors en France, il y a actuellement une situation politique assez instable après la dissolution de l'Assemblée nationale. Aux États-Unis, il y a une révision à la hausse du déficit budgétaire américain. La question de la viabilité budgétaire est de plus en plus à l'ordre du jour. Quelle réaction peut-on s'attendre de la part des investisseurs compte tenu de ce contexte? Je dirais la réaction logique, c'est que les investisseurs remettent de plus en plus en question cette idée que les emprunts d'État des pays industrialisés et des pays du G7 sont des actifs sans risque. Donc de plus en plus, on constate que la dette publique est déjà très élevée, les déficits budgétaires ne cessent d'augmenter. Donc de ce point de vue, effectivement, comme vous venez de le dire, la viabilité des finances publiques est
commencent à être mises en question. Et la suite logique serait ensuite que les investisseurs demandent des primes de risque beaucoup plus élevées pour continuer à détenir ces emprunts, donc c'est-à-dire des taux d'intérêt plus élevés. Ce qui ne va pas arranger les gouvernements, puisque justement, avec une dette publique très élevée, si les taux d'intérêt montent, le coût du service de cette dette va exploser. Alors, poussons un petit peu plus loin vers l'Est, au niveau du cas géographique, le marché chinois, qui reste aujourd'hui bien en dessous de son niveau de 2021. C'était prévisible. Et dans ce contexte-là aussi, comment la prime de risque illustre-t-elle le manque d'intérêt de la part des investisseurs pour ce marché chinois? Oui, je dirais qu'il y a une combinaison de facteurs qui ont et qui continuent quelque part à peser sur le marché chinois. Il y a eu effectivement la vague de réglementation que soudainement le parti a mis en œuvre contre certains secteurs, l'éducation, les jeux, etc. Donc ça, c'était un premier élément qui a entamé la confiance des investisseurs. Ensuite, il y a la faiblesse du marché immobilier qui, quand même, pour la confiance, notamment des investisseurs domestiques, joue un rôle important. Et ensuite, bien sûr, il y a les tensions géopolitiques entre notamment les États-Unis et la Chine. Et donc tout ça a fait que beaucoup d'investisseurs étrangers sont complètement sortis de ce marché, préfèrent éventuellement s'orienter plutôt vers le marché de l'Inde. Et donc, effectivement, ça fait que le marché chinois aujourd'hui, l'indice est nettement en dessous de son plus haut historique, et qu'effectivement ce marché aujourd'hui offre une prime de risque très attrayante. Alors dans cette ambiance un peu morose, il y a un marché qui semble un peu se distinguer, c'est le Japon. Quels sont les éléments structurels qui plaident justement en faveur de cette bonne santé du marché japonais? On a souvent mis l'accent sur ce marché parce que c'est un marché qu'on aime bien sur le moyen et long terme. Et je dirais, parmi ces éléments structurels, le plus important, c'est l'amélioration de la gouvernance d'entreprise. Donc, c'est-à-dire que la rentabilité des sociétés japonaises est en hausse, les traitements des actionnaires s'améliorent, les entreprises, un peu à l'image de ce qui s'est fait, notamment aux États-Unis, commencent à racheter leurs titres, à augmenter leurs dividendes. Et tout ça a fait que le marché japonais est à nouveau devenu attrayant, aussi bien pour les investisseurs domestiques que pour les investisseurs étrangers. À cela s'ajoute que cet environnement plutôt déflationniste qui avait marqué le Japon pendant presque 1 ou 2 décennies semble terminer. Donc au Japon aussi, l'inflation a commencé à monter. Il y a des augmentations des salaires. Donc aujourd'hui, de ce point de vue, l'économie aussi va mieux. Et donc tous ces éléments pris ensemble font que le marché japonais à nouveau attire des capitaux. Revenons sur les marchés obligataires que vous avez tout à l'heure brièvement évoqués. Est-ce que c'est une classe d'actifs qui garde encore un intérêt pour les investisseurs compte tenu de la baisse actuelle des taux? Je dirais côté positif, effectivement, il y a quand même le fait que les taux d'intérêt ou que les obligations offrent à nouveau des taux un peu plus attrayants qu'il y a 2 ou 3 ans encore, lorsque les taux étaient extrêmement bas. De l'autre côté, effectivement, la principale classe d'actifs, les emprunts d'État, qui déterminent un peu quand même tout le reste, puisque tout le reste est un peu pricé par rapport aux emprunts d'État. Donc les emprunts d'État des pays du G7, à mon avis, comme je viens de le dire, il y a quand même de plus en plus de doutes là-dessus. Il y a clairement aussi les emprunts d'État des pays qu'on appelle souvent émergents, qui ont fait nettement mieux que les emprunts des pays industrialisés depuis quelques années, mais qui, pour beaucoup d'investisseurs, sont trop risqués. Il y a les emprunts du secteur privé, mais là, le différentiel d'intérêt est faible. Donc, pour moi, d'une manière générale, c'est une classe d'actifs qui offre un certain intérêt, mais pas un intérêt extrêmement élevé. Alors, comme d'habitude, terminons avec l'or, le cours de l'or qui poursuit sa progression, à la fois pour des raisons géopolitiques et financières. Est-ce que cet or va continuer encore à susciter un grand intérêt de la part des investisseurs? À mon avis, oui, je continue de penser que les perspectives à moyen et long terme pour l'or sont très favorables. Pour justement les 2 raisons, il y a le volet géopolitique, avec la fragmentation de l'économie mondiale en 2 grands blocs, si on veut, les États-Unis et ses alliés, la Chine et ses alliés. Il y a la volonté de la Chine et de ses alliés de mettre en place une alternative à ce système financier basé sur le dollar qu'on a connu depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et dans cette alternative, l'or joue un rôle important, et ça explique pourquoi les achats des banques centrales de l'Est sont tellement importants. C'est ça finalement qui a fait monter le cours de l'or sur, je dirais, les 2 dernières années. Ensuite, il y a le volet financier, justement, avec les doutes sur la viabilité des finances publiques
etc. Avec l'or qui, contrairement à l'argent papier, l'offre d'or ne peut pas être artificiellement gonflée. Donc ça aussi, et l'or finalement qui ne présente pas de risque de contrepartie, ce qui à nouveau, dans un monde beaucoup plus polarisé, joue un rôle important. Donc je dirais, tous ces facteurs continuent à plaider en faveur de l'or. Maintenant, il se peut toujours qu'il y ait une correction. L'or a quand même beaucoup monté sur les 18 derniers mois, donc une correction serait peut-être même tout à fait logique. Merci beaucoup, Guy Wagner, pour tous ces éclairages. Évidemment, plus de détails à retrouver dans la publication Perspective numéro 180 qui vient de paraître et que l'on peut retrouver sur le site internet de la Banque de Luxembourg. On vous souhaite un très bel été et puis rendez-vous cet automne. Merci beaucoup. Merci, au revoir.